Hello à tous! En cette belle semaine de célébration des 7 ans de Nurea TV, nous voici arrivés au terme de ce voyage que je vous ai proposé en 4 parties autour des civilisations anciennes et des peuples des étoiles. Et cette fois, c'est vraiment la dernière sur ce sujet. Je vous conseille donc vivement de voir les 3 premières parties et notamment la troisième, afin de suivre cette passionnante histoire. Et avant de revenir dessus, je me permets de faire ma petite pub, puisque oui, dorénavant, je vous propose moi aussi une chaîne YouTube qui s'appelle Le Marcheur d'étoiles. Pour la petite histoire, j'en avais créé une lors de ma première émission sur Nurea TV, il y a environ 4 ans, afin de me rendre un peu plus visible sur Internet, grâce aux conseils de Nora, que je remercie. Cette chaîne s'appelait sobrement Romain Priou, et je sais que quelques Nuréens et autres sont déjà abonnés, et je les en remercie car ils ont été patients avant que je ne me lance vraiment dans le grand bain youtubesque. Alors, ça va démarrer doucement, il y a mon rythme, la première vidéo ne devrait d'ailleurs pas trop tarder, mais je vais produire un peu de contenu sur cette chaîne, soyez-en sûrs. Donc voilà, ça c'est dit. Et j'en profite pour les remerciements d'usage, Pauline, JB, Marius, Romane, mes parents, Ladu, et tous ceux qui m'accompagnent et me suivent depuis le début de cette formidable aventure sur Nurea TV. Merci également forcément à Nora et Guillaume. Maintenant, on revient au récit d'Ours Blanc, notre fil rouge depuis 3 émissions, qui nous parle de l'incroyable histoire de ses ancêtres, qui auraient été évacués du continent Mu à bord d'astronefs et de bateaux il y a 80 000 ans jusqu'en Amérique du Sud, à Tiwanaku précisément, d'abord, qui aurait été construite, puis reconstruite plusieurs fois avant que certains clans ne décident de tracer la route vers le nord pour créer la cité de Palenque au Yucatan. Alors le petit zoom qui va bien. Et donc, ses ancêtres, des Hopi, auraient d'abord créé Palenque avant d'essaimer dans tout le Yucatan, créant des cités sur les secteurs de Tikal ou encore Chichen Itza, à une époque qu'ils ne précisent pas. Aujourd'hui, aucune trace archéologique ne vient étayer cette hypothèse que ces cités existaient des milliers d'années avant les Mayas. Ours Blanc nous dit que Palenque aurait été détruite par un tremblement de terre, et on pourrait partir du principe que le site de Palenque a pu conserver les traces de toute cette énergie spirituelle déposée siècle après siècle par des dizaines de milliers d'humains, ou de non-humains d'ailleurs, ou d'hybrides. Il n'est donc peut-être pas si étonnant que ce soit dans cette même cité de Palenque que se soit incarnée une âme du calibre de celle du roi Pakal, incarné dans un corps pour lequel je suppute qu'il soit issu d'une forme d'hybridation. Et que le règne de ce roi, qui est quand même le plus connu de tous les rois mayas, avec un règne de 68 ans, et bien que ce roi ait amené Palenque à un niveau de splendeur qui n'a jamais été égalé, nous disent les archéologues. Et qu'un peu plus d'un siècle après sa mort, vers l'an 800 après JC, la cité fut progressivement abandonnée, comme dans tout le monde maya, sans qu'on en connaisse vraiment bien les causes. Le peuple maya, lui, est toujours là, mais les impressionnantes cités en pierre et leurs pyramides ont toutes été abandonnées des siècles avant l'arrivée des Espagnols, vers l'an 800 après JC donc. La dernière fois, je vous ai parlé de Chichen Itza et de sa stupéfiante pyramide, des multiples calendriers et de leur système unique de comptage basé sur le chiffre 20, des crânes de cristal, de possibles hybridations étranges ayant notamment pu donner de curieux crânes allongés, et de la rockstar de Palenque, j'ai nommé Paikal et sa fameuse dalle. Bref, je pense que je vous avais bien gâté. Et je vous promets que vous ne serez pas en reste cette fois-ci encore, et on commence tout de suite en poursuivant le tour d'horizon des civilisations mésoaméricaines avec les Olmecs, qui auraient vécu un peu avant les Mayas, vers moins 1200 avant JC. Ces Olmecs nous ont notamment légué ces fameuses têtes colossales en pierre, de monstrueux machins taillés dans le basalte, datés d'au moins 1000 ans avant JC, mais je pense qu'elles sont très certainement beaucoup plus anciennes. Leur hauteur varie de 1,40 m à 3,50 m et pèsent entre 6 et 50 tonnes.
Les 17 têtes connues représentent toutes des hommes d'âge mûr avec des joues bien en chair, un nez épaté et de grosses lèvres. Leur visage carré possède des mâchoires puissantes. Leurs yeux en amande ont tendance à posséder un léger strabisme. Ces caractéristiques physiques générales ont pu faire dire à certains que les modèles de ces têtes pouvaient être africains. Or, sur ces photos, vous pouvez voir que ces traits physiques sont toujours communs parmi les habitants de la région. Autre caractéristique, les 17 têtes portent un casque, ce qui a fait émerger l'hypothèse qu'il s'agissait de joueurs de balle, souvent représentés avec un casque. L'autre hypothèse est qu'il s'agirait de souverains de l'époque, mais en fait, franchement, personne ne sait grand-chose sur ces têtes, si ce n'est que les pierres ayant servi à leur fabrication ont été transportées sur au moins 150 km. Comme pour les Mayas, les Olmèques n'ayant ni la roue, ni le fer, ni animaux pour tracter, comment ont-ils fait pour transporter des blocs de parfois 50 tonnes sur 150 km dans des secteurs géographiques où on trouve des collines et des marais? Toujours ce bon vieux mystère autour du système de transport de ces pierres gigantesques. À noter que ces spectaculaires têtes sculptées restent uniques dans toute la Mésoamérique. Mais les Olmèques nous ont aussi légué d'autres types de têtes que je vous ai déjà montrées. Elles sont certes un peu plus petites puisqu'il s'agit de figurines, mais elles ont ce crâne un peu allongé vers le haut, dont on pourrait penser qu'il est naturel et issu d'une forme d'hybridation. Mais bon, je m'égare très certainement. À noter que ces figurines ont également les yeux bridés, des yeux bridés et des crânes allongés qu'on retrouve sur de nombreuses autres figurines Olmèques en terre cuite. Certaines ayant d'ailleurs des traits plus qu'hybridés, à y regarder de plus près, ça se rapprocherait presque des traits reptiliens, voire d'autres figurines en terre cuite, mais qui viennent cette fois de l'autre côté de la planète, à savoir de l'ancienne Mésopotamie, comme vous pouvez le voir sur les deux photos de droite. Des photos qui donc montrent des figurines de la période dite d'Obéide, plus exactement, qui est une période historique qui précède la civilisation sumérienne. Des figurines qui pourraient avoir 8000 ans, c'est dire si c'est très ancien. Observez notamment comment ces deux figurines ont des caractéristiques communes, avec en particulier le bébé qu'elles tiennent dans leurs bras et ces étranges points ou pastilles sur les épaules, des similitudes pouvant laisser penser à une possible origine commune. Mais vous allez me dire, ouais, c'est pas super convaincant non plus, et vous auriez bien raison. Je vais donc poursuivre mon investigation sur ce que nous ont laissé les Olmèques avec cette stèle qui, d'après les spécialistes, serait la première représentation du dieu serpent à plumes, le Quetzalcoatl aztèque ou le Kukulkan maya. Et pourquoi cela? Eh bien parce qu'on voit, et je vais décomposer la stèle pour mieux voir chaque partie, en commençant par l'arrière-plan, donc parce qu'on voit un gros serpent qui a l'air bien en colère et qui porte une coiffe de plumes sur la tête, d'où l'idée du serpent à plumes. Juste devant ce serpent, on voit, je sais pas vraiment ce que c'est. D'emblée, je dirais un genre d'appareillage qui se connecte au personnage, avec, entouré en jaune, ce qui pourrait ressembler à des écrans. Bon, pour le reste, vraiment aucune idée. Et pour finir, on a un humain au premier plan, assis dans le corps du serpent, un humain qui serait un prêtre, d'après les spécialistes, avec un masque de jaguar autour de la tête. Et comment les spécialistes savent que c'est un prêtre? Eh bien, parce qu'il porterait un sac à encens dans la main, que je vous ai agrandi sur la gauche. Et comment ils savent que c'est un sac à encens? Mystère. Mais comme ce sont les spécialistes qui le disent, n'est-ce pas? Je vais bien évidemment revenir sur cette histoire de sac, mais là encore, je ne sais pas pour vous, mais moi, spontanément, avec ma logique alternative qui s'est affûtée au fil des émissions de Nurea TV, je ne peux pas m'empêcher d'y voir un humain casqué dans une sorte d'engin pouvant voler, qui aurait été fabriqué par des reptiliens avec des écrans de contrôle et un sac à main en guise de boîtier de commande. Une hypothèse complètement abracadabrantesque, n'est-ce pas? À noter qu'on retrouve toujours chez les Olmèques une figurine un peu du même genre, avec le personnage assis dans un genre de capsule qu'il serait en train de piloter, en tout cas c'est mon interprétation, et l'oiseau au-dessus de sa tête
qui pourrait symboliser une divinité, ou le fait qu'il est en train de voler. Et il n'y a pas qu'en Mésoamérique qu'on peut trouver ce genre de scène. Il y a également un ancien mythe maori en Nouvelle-Zélande qui raconte la légende du dieu Purangawa qui se serait envolé d'Hawaï vers la Nouvelle-Zélande, à des milliers de kilomètres d'Hawaï, sur un oiseau de feu argenté. Lorsque l'oiseau de feu est arrivé avec le dieu assis sur son dos, toute l'herbe environnante aurait été brûlée. Intéressant comme légende, n'est-ce pas? On trouve toujours le même genre de scène en Égypte, avec le dieu Hapi gravé sur ce bas-relief que l'on peut voir au temple de Philae. Là, toujours pareil, on retrouve cette même idée de capsule, symbolisée par un serpent, à bord de laquelle le dieu Hapi serait assis, tenant un levier de commande symbolisé par un sceptre ou une croix ankh. Ou alors, autre hypothèse, il pourrait s'agir d'une allégorie alchimique qui nous montrerait la transformation intérieure de l'humain qui doit dépasser sa condition animale et accéder à la sagesse du serpent. Pourquoi pas aussi? Et on a même un exemple qui viendrait d'Asie, hein. Ça a l'air de facture asiatique en tout cas, mais désolé, je n'ai pas trouvé la référence exacte. Un petit coup de pouce pour trouver l'origine de cet objet ne serait pas de refus, s'il vous plaît. Pour le décrire rapidement, alors certes, on est dans un genre un petit peu différent au niveau de la position du personnage qui n'a pas l'air de piloter, mais il se trouve quand même dans une sorte de capsule reptilienne, hein, ce qui je trouve ressemble aux autres représentations ailleurs sur Terre que je viens de vous présenter. Alors de là à dire que ceux qui ont gravé, peint ou taillé ce genre de scène ont gravé leur dieu en train de piloter un astronef, hein, très sincèrement, il n'y a qu'un pas que je franchis allègrement, hein, forcément, en vous montrant cet homme en train de piloter ce petit hélicoptère. Comme dirait l'autre, toute ressemblance avec des personnes ou des situations ayant existé ne serait que pure coïncidence. Même chose, si je vous remontre cette magnifique dalle funéraire de Pacal, hein, et ce travail non moins magnifique de Manu, avec cette belle dalle en couleur. C'est fou, hein, ce génie créatif de tous ces peuples sur Terre quant à leur manière de mettre en scène leurs dieux. À croire qu'ils les ont vraiment vus voler dans des machines fabriquées par des reptiliens, non? En tout cas, moi, c'est une idée qui me séduit. Tenez, j'ai d'autres exemples du même genre, hein, qui proviennent aussi de Mésoamérique. Par exemple, ce sifflet, toujours de facture Olmec, où on a l'impression que le personnage est à califourchon sur une ogive ou sur un genre d'astronef. Il nous rappellerait presque cette étrange culture qui a été retrouvée à Toprakale en Turquie, datée de 1000 avant Jésus-Christ. Il est difficile de ne pas voir un pilote, hein, certes privé de sa tête, aux commandes, là encore, d'un astronef. Si on reste en Mésoamérique, on peut voir également ces deux représentations en terre cuite dans des musées, hein, où vous devez normalement y voir deux flûtes. Oui, oui, il s'agit bien de flûtes, donc d'un instrument de musique, hein, reconnaissable notamment sur les petits trous là entourés en jaune sur le nez de l'objet qui vous montre que si, il s'agit bien d'une flûte. Mais quelle ingéniosité de la part de ceux qui ont créé ces instruments de musique, vous ne trouvez pas? En particulier concernant les deux personnages qui pilotent, qui n'ont pas franchement l'air humains, hein, mais plutôt reptiliens. Sûrement encore l'imagination débordante, hein, des artisans qui ont fabriqué ces flûtes à partir de rêves ou de visions chamaniques, mais certainement pas à partir de situations ayant réellement existé. Si on reste encore un peu, si on revient à notre stèle de la Benta, hein, il nous reste à voir de plus près un élément dont je vous ai parlé tout à l'heure, à savoir ce fameux sac à encens, ou sac à graines, ou sac à je ne sais quoi, et pourquoi pas imaginer une fonction technologique, hein, servant à actionner l'astronef, par exemple. Eh bien, il se trouve que ce genre de sac se retrouve dans d'autres figurines de Mésoamérique, hein, comme ici, sur ce personnage avec un casque et des ailes retrouvées sur l'île de Jaina au Mexique, ou encore sur cette autre figurine représentant Tlaloc, le dieu maya de la pluie, reconnaissable grâce à ses grosses lunettes. Alors bon, certes, il a un drôle d'attirail au-dessus de la tête, hein, qui pourrait laisser penser à un appareil technologique, mais bon, on ne sait pas vraiment ce que c'est.
Dans ces deux cas, comme pour la stèle de la Benta, hein, à quoi peut bien servir ce mystérieux sac qui a l'air à chaque fois d'accompagner un personnage qui pourrait donner l'impression qu'il va s'envoler? Le plus étonnant, et les plus avertis d'entre vous savent déjà dans quelle partie du monde je vais maintenant me rendre, le plus étonnant, disais-je, c'est qu'on retrouve ce même genre de sac porté par des divinités ou des rois mi-homme, mi-poisson, mi-homme, mi-oiseau ou encore mi-homme, mi-molette, le tout sur des bas-reliefs en Mésopotamie. Alors sur les zooms du dessous, hein, on distingue bien qu'il s'agit clairement d'un sac ou d'un panier, qui a d'ailleurs l'air de confection tout à fait anodine. Alors pourquoi autant d'illustres personnages de Mésopotamie portent-ils ce sac? C'est qu'il doit bien être spécial quand même, non? Et pourquoi, sur toutes ces illustrations, le sac est-il spécifiquement porté de la main gauche et que, dans leur main droite, ils tiennent un cône qui ressemble très fortement à une pomme de pin et donc pourrait signifier un lien avec la glande pinéale? Et donc pourquoi ne pas imaginer que ces représentations serviraient à montrer symboliquement que le sac en question ne peut fonctionner qu'avec la glande pinéale, donc avec l'esprit, pour ensuite actionner un dispositif comme celui on pourrait imaginer sur la stèle de la Benta, avec ce lien, avec ce lien entre le reptile, pardon, le fait de voler, et ce mystérieux sac à la fonction inconnue. Ou alors, ce sac n'a rien à voir avec la glande pinéale et une quelconque fonction technologique, et il ne sert qu'à symboliser un lien avec l'agriculture et l'ensemencement, pourquoi pas aussi. Il n'empêche que ça commence à faire de bien curieuses ressemblances, hein, entre la Mésoamérique et la Mésopotamie, qui sont quand même distantes de milliers de kilomètres, comme vous pouvez le voir sur cette carte. On a donc vu des figurines qui se ressemblaient, avec ces traits reptiliens et ces étranges boutons sur l'épaule, des gravures ou bas-reliefs sur lesquels on retrouve des reptiliens et le même étrange sac à main, ou encore ce qui pourrait ressembler à des genres d'astronefs ou de fusées avec des pilotes gravés dans des figurines ou des dalles funéraires. Est-ce qu'au-delà des différences de mise en contexte pour chacune de ces périodes historiques, hein, chose que l'on pourrait bien évidemment me reprocher, hein, ne pourrait-il pas y avoir une explication commune à ce qui semblerait être des ressemblances plutôt convaincantes? Pour cela, je vais à nouveau m'appuyer sur l'histoire des chroniques du Nirkou d'Anton Parks, hein, incontournable, hein, que vous devez certainement commencer à connaître, hein, vu que je la répète à chaque émission, bien évidemment. Donc, il y aurait 300 000 ans, hein, des extraterrestres reptiliens auraient échoué sur Terre à bord d'astronefs endommagés, suite à une guerre fratricide dans les Pléiades, hein, ils se seraient posés en Mésopotamie. Quand on parle de reptiliens, il s'agit des Anunnaki, des Nungal, des Enki, des Enlil, enfin bref, toute la clique qui fait le sel des fabuleuses chroniques d'Anton Parks. Mais en Mésopotamie, enfin en tout cas dans la région du Taurus, en Turquie actuelle, ils n'étaient pas assez nombreux pour nourrir leur colonie. Le généticien en chef Enki reçut la consigne de créer génétiquement une nouvelle espèce d'esclaves, donc très certainement manipulant les gènes d'Homo erectus et de Néandertal, deux espèces de hominidés qui existaient déjà sur Terre à l'arrivée des reptiliens, et en y associant un peu de leurs gènes et peut-être de gènes du singe, Enki aurait créé une première souche d'Homo sapiens, nous rappelant cette fameuse phrase de la Genèse: Dieu modela l'homme avec la glaise du sol, et l'homme devint un être vivant. Donc Homo sapiens aurait été créé génétiquement par une espèce extraterrestre reptilienne, d'après Anton Parks. Une fois nés, nos très lointains ancêtres auraient donc été les esclaves de leur dieu, en Mésopotamie, entre le Tigre et l'Euphrate, cultivant la terre et effectuant les basses besognes, hein, et ce pendant des dizaines de milliers d'années. Et on peut imaginer, là encore, comme je vous en ai déjà parlé, et toujours en citant la Genèse de la Bible, que les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles, et ils en prirent pour femmes parmi toutes celles qu'ils choisirent. Et donc des reptiliens au crâne allongé qui s'accouplent à des humaines, hein, ça nous donne très certainement, ou peut-être très certainement, des hybrides au crâne allongé, et pourquoi pas avec des mains tridactyles. Donc là, on se situe entre moins 300 000 et moins 100 000 ans environ. Pendant cette période, et en partant du principe que toute cette histoire est vraie, bien sûr,
Il est probable que les reptiliens ainsi que les hybrides se soient promenés sur Terre, pourquoi pas à bord de ces étranges astronefs, créant peut-être des comptoirs ou des colonies à travers la planète, un peu comme nos empires modernes. Je ne sais pas si vous avez remarqué les deux patates blanches transparentes sur la carte, qui figurent Mu et l'Atlantide, qui existaient bien évidemment déjà à cette époque très reculée de notre humanité. Donc, si je récapitule, entre moins 300 000 et environ moins 100 000 ans, on a notre humanité qui se développe, toujours plus ou moins contrôlée par les dieux, et des hybrides naissent d'accouplement entre les dieux et les humaines. Et là-dessus, il y a peut-être 100 000 ans, Enki part dans les Pléiades chercher une autre de ses créations génétiques qu'il aurait créées avant d'échouer sur Terre, à savoir les ancêtres des Amérindiens et donc les ancêtres d'ours blancs qu'Enki aurait ramenés sur Mu, accompagnés de ceux que les Hopis appellent les Kashinas, à savoir des extraterrestres, qui les aidèrent dans leur développement sur Mu pendant des milliers d'années. Et pendant ce temps-là, il y a toujours des humains, des dieux reptiliens et des hybrides qui vivent et se développent en Mésopotamie, et sans doute aussi dans d'autres endroits sur Terre, comme sur l'Atlantide de l'époque, où règne la terrible Nephthys. La rivalité entretenue entre les dirigeants de Mu et la terrible reine d'Atlantis aboutit à une guerre, il y a 80 000 ans, nous relate Ours Blanc, une guerre qui mit fin au continent de Mu, mais pas à ses habitants, puisque quelques-uns parvinrent à s'échapper, aidés par les Kashinas, qui les transportèrent notamment à bord d'astronefs jusqu'en Amérique du Sud, expliquant peut-être pourquoi des artefacts qui viennent de si loin les uns des autres sont finalement si ressemblants. Cette ressemblance pourrait être expliquée par ces déplacements d'humains, d'hybrides et de dieux depuis la Mésopotamie jusqu'à Mu, expliquant peut-être au passage cette histoire de Dieu Porangawa en Nouvelle-Zélande, avant d'arriver en Amérique du Sud, comme nous racontait Ours Blanc et comme je vous le raconte depuis 4 émissions, où on retrouve étrangement en Équateur ces mêmes représentations du taureau ailé et du dieu ailé qui tient un sac dans la main gauche et une pomme de pain dans la main droite, des objets qui auraient fait partie de la collection du père Crespi. Et de là, les pérégrinations des survivants les auraient amenés en Mésoamérique, où les descendants des survivants de Mu, mélangés aux descendants des survivants de l'Atlantide, auraient forgé de nouvelles civilisations, suite notamment à la stabilisation de Vénus dans le ciel il y a 5000 ans, et nous auraient laissé tous ces précieux artefacts en guise de témoignage de ce qui a pu se transmettre de génération en génération en génération pendant des dizaines de milliers d'années. Les Kashinas auraient donc toujours été présents aux côtés des humains, même jusqu'en Mésoamérique, puis auraient progressivement disparu, laissant le destin des humains entre leurs mains. Une belle histoire à laquelle j'ai personnellement envie de croire. Ouh, encore un bon résumé quand même. Mais c'est pas fini, car les Kashinas, ou extraterrestres, serait également à l'origine, nous dit Anton Parks, de la prodigieuse cité de Teotihuacan dans l'actuel Mexique. On va zoomer, comme ça, pour mieux situer Teotihuacan au niveau du point jaune, qui se trouve aujourd'hui à quelques kilomètres de Mexico. Alors au niveau historique et archéologique, vous voyez que Teotihuacan se situe dans la zone d'influence des Aztèques et des Toltèques, sauf que Teotihuacan est plus ancienne que ces deux civilisations. En effet, les archéologues situent son apparition aux alentours de 100 avant JC, mais ils nous disent aussi que faute de documents écrits anciens, les origines de Teotihuacan sont mystérieuses et l'origine de ses habitants est débattue. Ça tombe bien que les experts parlent d'origine mystérieuse, parce que je vais encore une fois m'appuyer sur les chroniques du Nyarku d'Anton Parks, et notamment un passage du tome 4, l'oracle de l'oiseau tonnerre. Pour Anton Parks, il semblerait que la construction de Teotihuacan se situe plutôt entre moins 3500 et moins 3300 avant JC, sur la partie en rouge à gauche de la frise. C'est en tout cas avant le début du calendrier Maya, et donc 3000 ans avant la datation aujourd'hui établie des archéologues, au regard de ce qu'ils ont trouvé sur le site. Alors j'espère que je ne vais pas être trop confus, parce que ce passage du tome 4 vient en quelque sorte compléter le récit d'Ours Blanc, notamment sur l'origine du dieu serpent à plumes, Quetzalcoatl. A noter qu'Ours Blanc ne parle pas de Teotihuacan dans le récit du parcours de ses ancêtres.
Je ne vais pas résumer les chroniques du Nirkou en 5 diapos, hein, donc pour aller plus vite, et comme je vous ai déjà donné quelques éléments de compréhension de cette histoire, je vais tenter de récapituler la chronologie des chroniques du Nirkou d'Anton Parks en quelques dates. Donc, moins 300 000 ans, arrivée des reptiliens depuis les Pléiades, création génétique d'Homo sapiens, commencement d'une civilisation en Mésopotamie, moins 100 000 ans, Enki Osiris va chercher les ancêtres des Amérindiens dans les Pléiades et les ramène sur Mu. Les reptiliens ont recréé une civilisation en Atlantide. Moins 80 000 ans, guerre entre Mu et l'Atlantide. Mu est détruite, les survivants sont transférés, notamment en Amérique du Sud, mais pas que. Moins 12 800 ans, destruction de la planète Mulgutab, qui était située entre Mars et Jupiter. Son satellite Mulgue, soufflé par l'explosion, cherche une trajectoire et vient frôler la Terre, provoquant des astéroïdes, des chutes d'astéroïdes et des catastrophes, et peut-être celle initiant la destruction de l'Atlantide. Dans le même laps de temps, Enki Osiris aurait été assassiné par son frère jumeau Enlil-7, une des histoires fondatrices de l'Égypte antique. Et quelques siècles après, quelques dizaines d'années après, Isis aurait construit la Grande Pyramide, notamment pour faire en sorte que son défunt mari, frère jumeau, amant, renaisse à travers celui qui sera appelé Horus Héros. Donc c'est une histoire qui est quand même assez compliquée, puisqu'on a des extraterrestres qui se clonent génétiquement en permanence et qui se font la guerre, donc on peut s'y paumer, mais franchement, je trouve ça, moi, passionnant. Donc toute cette période entre moins 300 000 et moins 12 500 ans, ça correspond aux 4 premiers tomes des chroniques du Nirkou, dont le premier tome, le tome 0, qui s'appelle le livre de Nurea, qui va être familier à tous ceux qui suivent Nurea TV. Et la période qui suit, à savoir de moins 12 500 à moins 3 300, c'est la période contenue dans l'Oracle de l'Ozotonnerre, le 5e tome des chroniques. Donc, je poursuis sur cette histoire, donc avec Héru qui prend la place d'Osiris, et donc vers moins 3500 ans, moins 3300 ans, alors que les deux clans, donc d'Héru, Horus et de Seth, s'affrontent à nouveau dans le ciel, à bord de leurs astronefs respectifs. Le vaisseau d'Héru en forme de faucon noir à droite est touché, et va se cracher dans l'eau au large du Yucatan, entre la pointe du Mexique et Cuba, au niveau du point rouge, approximativement. Bien évidemment, je n'ai pas les coordonnées GPS du lieu du crash. Là-dessus, Anton Parks nous raconte qu'Héru, accompagné donc de son frère Anubis et d'un géant humain hybridé, serait arrivé sur Aztlan, la fameuse cité dont je vous ai également déjà parlé, et dont parlent les Aztèques dans un codex qu'ils ont rédigé, le codex Boturini, où on voit des gens en barque quitter une île pour une autre terre, qui aurait été celle du Mexique. Aztlan ne serait donc pas la grande Atlantide, mais plutôt une plus petite cité construite par des survivants de l'Atlantide, dans cette partie entre le Yucatan et Cuba. Et dont Anton Parks nous raconte qu'elle était gouvernée par un seigneur au crâne allongé et à la longévité décuplée en raison de son hybridation génétique avec les dieux reptiliens. Une cité d'Aztlan qui aurait sombré sous les eaux depuis. Le plus étonnant, c'est qu'à cet endroit également, au niveau du point donc jaune et rouge, au large des côtes de Cuba, en décembre 2001, l'ingénieur naval Paulina Zelinsky et son mari Paul Svensveg étaient engagés par le gouvernement cubain pour rechercher des galions espagnols au fond de la mer des Caraïbes. Comme ils explorent des fonds marins qui sont à plus de 600 mètres, ils doivent utiliser un sonar latéral, un appareil qui projette des fréquences sonores pour produire des images du plancher marin. Ils ne trouvent pas de galion espagnol, mais quelque chose d'inattendu et de surprenant qui apparaît sur leurs écrans. Ces reconstitutions en 3D des images prises par le sonar révèlent à quoi ressemblerait tout un tas de structures qui se trouveraient donc au fond de la mer à cet endroit. La question reste de savoir s'il s'agit de structures naturelles ou artificielles. D'autant que sur cette image, par exemple, il semble y avoir 2 pyramides qui se font face, quelque chose que l'on retrouve sur le site Maya de Tikal, au Guatemala, où on a également cette configuration de 2 pyramides qui se font face.
Et si on trace certains des contours, on pourrait y voir une certaine similitude. Mais bon, cette tentative ne vaut rien s'il s'avérait que ces structures sont tout à fait naturelles. À première vue, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais d'autres reconstitutions en 3D ont plutôt l'air de montrer l'inverse, quand même, hein. Qu'est-ce que tu en penses, Maurice? C'est naturel ou est-ce que c'est artificiel, quand même? Ben, je pense que ça fait pas naturel tout ça, quand même. Oui, oui, merci, Maurice. Tout le site a l'air super étendu, avec de nombreux bâtiments, des avenues et a priori donc des pyramides. Cette configuration urbaine pourrait d'ailleurs nous faire penser, sous certains angles, à Teotihuacan, où nous n'allons pas tarder à nous rendre pour voir ce site de plus près. Pour revenir à cette curieuse découverte au fond de la mer, hein, nos deux chercheurs de Galion n'ont jamais divulgué à un quelconque média les coordonnées GPS précises de leur découverte. Ils se sont bornés à indiquer un endroit vague à proximité de Cuba, hein, qui serait donc également un lieu où se seraient rendus Héroux et les quelques survivants de l'attaque et du crash, il y a donc plus de 5000 ans, selon le récit d'Anton Parks. En repartant d'Atzlan, grâce à un vaisseau en forme de soucoupe volante généreusement donné par le seigneur hybridé, Héroux et les siens atterrirent au Yucatan où ils découvrirent qu'Osiris Enki, ainsi que d'autres extraterrestres, ceux qu'Ours Blanc appelle Kashina, sont déjà passés dans cette partie du monde pour enseigner aux humains tout un tas de choses depuis des milliers d'années. Une langue spécifique, comment lire les étoiles, comment compter le temps et les saisons pour améliorer les récoltes, etc., etc. Une phrase du livre est d'ailleurs assez représentative du fait que les habitants comprennent à qui ils ont affaire. Les villageois remarquèrent leur peau de serpent, l'épiderme des dieux venus du ciel. Donc, pour info, hein, ce magnifique dessin d'Héroux que vous voyez à l'écran se trouve sur la page de garde du tome 3 des Chroniques, Le Réveil du Phénix. Il permet de mieux comprendre pourquoi les dieux reptiliens, dont faisait partie Héroux, étaient reconnaissables en raison de cette peau écaillée et de ses yeux de serpent, sans compter leur très grande taille. De là à dire que toutes les représentations à travers la planète de dieux serpents ou de dieux reptiliens seraient en fait liées à l'idée que ces dieux seraient de vrais êtres vivants, il n'y a qu'un pas que... Bref, vous connaissez la suite. Donc, je reprends. Il y a plus de 5000 ans, Héroux et son groupe de survivants débarquent à bord d'une soucoupe volante au Yucatan. Ils sympathisent avec les autochtones. Il leur montre qu'ils sont dignes de confiance, il les persuade en passant d'arrêter les sacrifices humains et leur propose de les accompagner à travers la forêt du Yucatan jusqu'à une vallée fertile entre des montagnes, Teotihuacan, dont le nom signifierait le lieu où l'on devient Dieu. Ça ne s'invente pas. En haut, une photo de 1878 et en bas, une photo de 2015. Curieusement, lorsqu'Hernán Cortés et ses hommes ont conquis l'Empire aztèque au XVIe siècle, ils ont demandé aux autochtones qui avait construit une ville si colossale. Ce à quoi les Aztèques auraient répondu: nous ne sommes pas les bâtisseurs de Teotihuacan, cette ville a été construite par les Kinanatzin, une race de géants venus des cieux au temps du deuxième soleil. Eh ben, si même les Aztèques l'ont dit, alors, hein, une civilisation aztèque qui prit effectivement possession de Teotihuacan, mais près de 5000 ans après sa construction par Héroux et les siens, d'après le récit d'Anton Parks. Et c'est à Teotihuacan qu'Héroux devint dieu, ou plutôt Quetzalcoatl, le fameux serpent à plumes. Magnifique dessin d'Anaël Parks, que je remercie pour m'avoir permis d'utiliser ce dessin, avec toujours cette peau de serpent et ces incroyables yeux verts. Vous observerez les mêmes colliers en jade que ceux qui seront retrouvés dans la tombe de Pakal à Palenque. De là à dire que Pakal pourrait être un descendant hybridé de Quetzalcoatl ou d'un autre reptilien, il n'y a qu'un pas, etc., etc. Et à gauche, je vous ai mis Quetzalcoatl tel qu'il a été représenté par les Aztèques plus de 4000 ans après. Pour info, Quetzalcoatl est une des divinités les plus importantes du panthéon des civilisations de Mésoamérique, voire même d'Amérique du Sud, puisque dans le livre, Anton Parks nous dit qu'en plus de devenir Quetzalcoatl, Héroux deviendra aussi le Kukulkan des Mayas et le Viracocha
des peuples d'Amérique du Sud, notamment chez les Incas. C'est fou comme avec les chroniques du Nyarku, les pièces du puzzle de l'histoire humaine prennent un sens logique et cohérent. Alors revenons-en au moment où Quetzalcoatl et son groupe seraient arrivés dans cette plaine fertile il y a plus de 5000 ans. Pour commencer, ils décident de construire 3 grandes structures, 2 pyramides, celle de la Lune et du Soleil, ainsi qu'un temple, le temple de Quetzalcoatl, plus petit, qu'on distingue au loin à droite sur la photo. Il y a également l'allée des morts, pour nommer aujourd'hui la grande avenue qui part depuis la pyramide de la Lune et le long de laquelle courait jadis a priori un cours d'eau. Chacune de ces 3 structures a été construite sur des grottes dans lesquelles sont pratiquées des cérémonies en lien avec l'expansion de conscience, via le chant, la méditation et parfois l'absorption de plantes. Quetzalcoatl découvrit à ce propos que son père Enki Osiris était déjà venu dans ces grottes il y a de cela des milliers d'années avant lui. Et en plus de vouloir les construire sur des grottes, Quetzalcoatl veut reproduire à Teotihuacan le même plan que ce que les siens ont créé sur le plateau de Gizeh, en Égypte, en suivant une organisation des 3 structures principales suivant le baudrier d'Orion. Pour vous expliquer tout ça, je commence par rétrécir cette vue pour que vous vous repériez plus facilement. Et je repositionne les 3 structures sur la vue aérienne de gauche, comme ça. Vous pouvez voir la correspondance entre les 2 vues. Lors de la dernière émission, je vous avais montré la constellation d'Orion et la forme de guerrier que pouvait représenter l'alignement des étoiles de cette constellation. Alors certes, je vous avais aussi parlé de la nébuleuse M42 qui se trouve au milieu de ce triangle bleu et qui est très importante pour le peuple maya, mais je ne sais pas d'où vient cette croyance. En tout cas, d'un point de vue de contact entre des extraterrestres venus d'Orion ou d'ailleurs et les Mayas, je ne l'ai jamais lu et Anton Parks n'en fait pas mention. Aujourd'hui, on laisse de côté la nébuleuse M42 et on s'intéresse à l'alignement des 3 étoiles du baudrier d'Orion, ici entourées en rouge, un alignement qu'on retrouverait sur le plateau de Gizeh et à Teotihuacan. On va voir ça. Tout d'abord, on reprend la constellation telle qu'elle est pour mieux voir où sont situées ces 3 étoiles. On va zoomer pour mieux voir, comme ça. Donc, on a l'étoile Mintaka en haut, Enlil au milieu et Alnitak en bas. Je les ai symbolisés avec un carré bleu foncé. Et on va maintenant poser à droite les 3 pyramides du plateau de Gizeh, Mykérinos en haut, Képhren au milieu et la grande pyramide en bas. Et j'ai mis un petit carré rouge au niveau de la pointe de chacune des pyramides. Et que se passe-t-il lorsqu'on glisse les alignements du baudrier d'Orion et du plateau de Gizeh vers les temples de Teotihuacan, dans cet alignement-là, sur la gauche? Eh ben, on peut observer à première vue que c'est pas mal aligné globalement, et même plutôt précisément pour 2 d'entre eux, tout en sachant que j'ai juste superposé en étant le plus objectif possible, donc sans bidouillage. Donc effectivement, tout ne colle pas parfaitement, mais on n'en est pas loin quand même. Je vais zoomer pour qu'on voit mieux le résultat. Donc en haut, pour ce qui est de la pyramide de la Lune, de Mykérinos et de Mintaka, franchement, la précision est quand même assez bluffante à cette échelle. Par contre, pour la pyramide du Soleil, Képhren et Alnilam, c'est là qu'on trouve l'alignement le moins spectaculaire, à quelques dizaines de mètres près. Donc je le rappelle, Quetzalcoatl a priori choisi l'emplacement des 3 grandes structures de Teotihuacan en fonction de grottes préexistantes, ce qui pourrait peut-être expliquer cette légère déviation. Et enfin, l'alignement entre le temple de Quetzalcoatl, la grande pyramide de Gizeh et Alnitak, qui n'est pas parfait, mais c'est quand même pas mal non plus. Conclusion, les alignements de Teotihuacan et de Gizeh ne semblent pas du tout être liés au hasard. Cependant, Anton Parks ne nous précise pas pourquoi les reptiliens auraient reproduit ce fameux baudrier d'Orion à au moins 2 endroits sur Terre, alors que même viendraient des Pléiades. Cela reste un mystère pour moi pour le moment. Peut-être quelqu'un dans l'assistance pourrait avoir une idée. Pour en finir avec Quetzalcoatl, dans l'histoire d'Anton Parks, il quitta Teotihuacan au bout de 52 ans, laissant derrière lui une civilisation avec un savoir colossal, néanmoins sans la connaissance du métal, suivant en cela les recommandations de son père. Du coup, jusqu'à l'arrivée des Espagnols 4800 ans après, les peuples de Mésoamérique ne connaissent toujours pas le métal.
Quetzalcoatl en retourna donc en Égypte à bord de son Guigirla, hein, pour reprendre son statut de prince héros, et se réimmerger dans les intrigues incessantes de sa famille reptilienne. La suite dans les prochains livres d'Anton Parks. Nous, on va rester à Teotihuacan encore quelques instants pour nous intéresser à quelques éléments sur chacune de ces trois structures, en commençant par la pyramide de la Lune, ici au premier plan. Alors, l'effet de perspective pourrait faire croire que c'est la plus grosse des trois, mais en réalité non, c'est la pyramide du Soleil la plus imposante. Concernant cette pyramide de la Lune, que l'on voit ici de face, des fouilles menées en 1998 ont permis de vérifier que cette pyramide est le résultat de la superposition de plusieurs monuments. Les archéologues ont dénombré pas moins de 7 phases de construction ou de réutilisation, hein, allant ainsi dans le sens d'une occupation très ancienne du site, et il a été établi que ces 7 pyramides successives ont été érigées tous les 52 ans, cycle qui bizarrement correspondrait au nombre d'années apparemment passées par Quetzalcoatl à Teotihuacan, d'après Anton Parks, et que les civilisations aztèques et mayas ont conservé à travers leur calendrier, puisque souvenez-vous, je vous expliquais la dernière fois qu'il faut très exactement 52 ans pour que les calendriers de 365 jours et de 260 jours retrouvent le même alignement. Pourquoi les bâtisseurs de cette pyramide ont-ils voulu en reconstruire une tous les 52 ans? Il fallait bien que ce chiffre ait une importance presque divine pour eux, non? En ce qui concerne la pyramide du Soleil, je voulais simplement vous montrer ses proportions en l'agrandissant d'abord un peu comme ça. Donc je voulais vous montrer ses proportions par rapport à la grande pyramide de Gizeh, hein, que je vous ai tracée à peu près là en blanc. Certes, la pyramide du Soleil n'est pas aussi balèze, mais c'est quand même un sacré ouvrage. Et enfin, avant de finir notre tour d'horizon au temple de Quetzalcoatl, je voulais vous montrer ce que les archéologues ont trouvé dans cette petite zone en rouge, entre la pyramide du Soleil et le temple. Ils ont trouvé 37 kg de mica, les petites plaques bleu-grises là que vous voyez dans le trou sur la photo en bas. Alors c'est quoi le mica et pourquoi j'évoque cette découverte, hein? Le mica est un minéral que l'on trouve sous la forme d'un empilement de feuillets extrêmement minces, souvent transparents, à la fois résistants et flexibles, et faciles à séparer les uns des autres. Avec le quartz et le feldspath, il est l'un des constituants du granit. Il est donc relativement répandu sur Terre, mais les archéologues ont retrouvé l'origine du mica de Teotihuacan, qui viendrait de 400 km de là. En lithothérapie, donc la thérapie par les pierres, le mica aura d'innombrables propriétés et vertus sur le plan psychique, et au niveau physique, notamment dans l'industrie, il est utilisé pour ses propriétés d'isolant électrique et de haute résistance à la chaleur. Un isolant électrique et une haute résistance à la chaleur. Pourquoi les bâtisseurs de Teotihuacan ont-ils eu besoin de mica aux propriétés de résistance à la chaleur? Je rappelle que dans l'histoire racontée par Anton Parks, quand Quetzalcoatl arrive sur place avec ses suivants ainsi que le peuple amérindien qui l'accompagne, il se balade avec une soucoupe volante qu'Anton Parks nomme Gigirla, son nom en sumérien. Est-ce que les ingénieurs de Quetzalcoatl auraient renforcé le site d'atterrissage et de décollage de cet engin avec du mica afin de protéger davantage le sol? En même temps, 37 kg, ça peut paraître peu en termes de quantité, hein, mais c'était peut-être suffisant pour les besoins liés à un seul appareil. Donc c'est une hypothèse, hein, évidemment. Ce qui est sûr, c'est que ce mica n'est pas là par hasard, puisqu'il a été extrait à 400 km de là, et que c'est donc ce mica, avec ses propriétés, qu'il voulait. Je vous emmène maintenant au temple de Quetzalcoatl, que je vais vous montrer de plus près, comme ça. Bon, alors là, c'est clair que c'est pas le plus spectaculaire des trois, hein. La photo est un peu floue également, mais ce qui est intéressant n'est pas à l'extérieur, mais à l'intérieur, ou plutôt dessous le temple, au niveau du tunnel de couleur un peu mauve sur ce visuel en 3D. Donc, à 12 mètres de profondeur, il aurait été scellé entre 200 et 250 après JC. Ce tunnel a été accidentellement révélé par l'archéologue Sergio Gomez et a été étudié entre 2009 et 2016. Et il a révélé des milliers de riches offrandes, des statuettes en jade, des céramiques, des coquillages, sans parler de l'étonnante présence de mercure dans les entrailles du monument. Oui, oui,
du mercure, les archéologues parlant même d'une rivière de mercure. Alors, très étonnant, puisqu'il faut savoir que le mercure était extrêmement rare dans l'ancien Mexique, car il était obtenu à partir de cinabre rouge, qui a été retrouvé, souvenez-vous, en grande quantité dans la tombe de Pacal, à Palenque. On fait chauffer le cinabre et hop, on obtient du mercure liquide. Les archéologues pensent qu'il a peut-être une signification surnaturelle à des fins rituelles, ou alors il pourrait représenter une rivière des enfers et que cela pourrait conduire directement à une tombe royale que les archéologues désespèrent de trouver un jour. En effet, les restes des premiers rois de Teotihuacan, parmi les dirigeants les plus puissants du monde préhispanique, quand même, et ils n'ont jamais été retrouvés à ce jour. En même temps, si on prend au pied de la lettre l'histoire racontée par Anton Parks, et le fait que l'instigateur de cette cité, à savoir le dieu Quetzalcoatl, Héros, si c'est lui qui a construit puis quitté la cité, les archéologues ils peuvent creuser encore longtemps, car ils ne trouveront pas la tombe du premier roi que fut Quetzalcoatl. Encore une fois, si tant est que l'histoire d'Anton Parks soit vraie. Alors, il y a Ours Blanc également qui dit quelque chose à propos du mercure. Toujours avec cette fois du père Fouras, histoire de faire un peu l'ancien Hopi. À une certaine époque, on utilisait aussi le mercure, mais je ne sais pas exactement dans quel but. D'après notre tradition, il en existait deux sortes, une liquide et une solide. Il y aurait un rapport avec la chaleur et l'équilibre, mais je ne sais pas si, du point de vue scientifique, cela signifie quelque chose pour toi. Et donc, que disent les scientifiques à propos du mercure ? Eh bien, ils disent que c'est un élément extrêmement rare et conducteur qui, de nos jours, est principalement utilisé dans l'électronique et les automobiles. La présence de cette substance dangereuse au-dessous de ce temple a donc forcément déconcerté les scientifiques, et pas que, j'imagine. Donc si on reprend une vue d'ensemble de Teotihuacan avec la pyramide du soleil au premier plan et le temple de Quetzalcoatl au fond, les archéologues ont trouvé 37 kg de mica au niveau de la tache rouge et une rivière de mercure sous le temple de Quetzalcoatl. Du mica et du mercure trouvés à quelques dizaines de mètres de distance, soit un métal qui est conducteur et un minéral qui résiste aux très hautes températures, localisé à propos de grandes pyramides dont l'origine reste encore mystérieuse. Dis-moi pas que l'histoire d'Anton Parks pourrait être vraie quand même, hein ? Alors pour poursuivre mon explication au sujet du mercure et d'un possible lien avec une forme de technologie, on va aller se promener de l'autre côté du Pacifique, en Asie, où on va aller jeter un coup d'œil en Chine, en Inde, au Sri Lanka, pour évoquer les Vimana ou chars volants. Et puis on fera aussi un petit saut en Russie pour voir d'étonnants pétroglyphes. Et puis tiens, allez, on ira aussi jeter un œil à 2-3 peintures rupestres pas piquées des hannetons chez les aborigènes en Australie. Alors, à savoir que ce que je vais vous montrer maintenant a, de mon point de vue, un lien avec l'histoire d'Ours Blanc. On reste toujours dans le même registre en évoquant des contacts extraterrestres, via notamment des hybridations avec des humains, des astronefs, le peuple fourmi que je vais évoquer, ou encore le mercure. Cette parenthèse asiatico-australienne me paraît donc importante, et notamment pour comprendre pourquoi on peut avoir du mercure à Teotihuacan, mais aussi de l'autre côté du Pacifique. Et ouais. Donc j'ouvre la parenthèse avec le mausolée de l'empereur Qin Shi Huang en Chine. Donc, d'abord le petit zoom de circonstance. Et nous voilà en Chine, vous avez les frontières en jaune, et je vous ai positionné quelques grandes villes comme point de repère, les petits points blancs, Pékin, Shanghai, Séoul. Alors, merci Google Earth, quand même, je m'en sers suffisamment pour les remercier de temps en temps de nous fournir toute cette cartographie si précise de la planète, et ce, presque gratuitement. Donc là, comme vous le voyez, j'ai positionné des pyramides vertes au niveau de ce qu'il semble être de vraies pyramides, notamment au niveau du tiers groupé, là ici entouré en vert, dans la province du Shaanxi, là où on trouve aussi notre mausolée. Alors encore un zoom, pour nous rapprocher de la ville chinoise de Xi'an, entourée d'une multitude de pyramides ou mausolées ou tombeaux, au choix, celle qui nous intéresse se trouvant à droite de cette carte sur le point jaune.
Alors pourquoi je dis ou pyramide, ou mausolée, ou tombeau, hein, c'est parce qu'on n'a pas beaucoup d'études sur le sujet et qu'il a fallu attendre 1994 pour qu'un occidental, l'écrivain et chercheur allemand Hartwig Hausdorff, obtienne une autorisation de visite. Donc là, je vous ai mis quelques-unes des rares photos qui ont pu être prises ou par cet Allemand ou par des Chinois eux-mêmes, hein, et qu'on peut trouver sur Internet. Donc ces pyramides, entre guillemets, hein, seraient des tumuli abritant la sépulture d'une haute personnalité. 65 sont la sépulture d'empereurs, les plus imposantes évidemment, et 200 autres, plus petites, sont la sépulture d'impératrices, princes, princesses ou hauts fonctionnaires. Je passe vite, hein, car il n'y a pas grand-chose d'autre à raconter. Et puis nous, ce qui nous intéresse, c'est le plus grand mausolée de tous, hein, celui de l'empereur Qin Shi Huang, d'une largeur de 350 mètres et d'une hauteur de 50 mètres, et qui devait, a priori, avoir cette tronche il y a de cela 2000 ans. Car cet empereur mégalo a régné en 200 avant JC, hein, et mégalo parce qu'il est notamment connu pour être le père de la Grande Muraille de Chine et de l'immense armée en terre cuite qui est composée de 8000 statues de terre cuite grandeur nature, excusez du peu. Cette armée se trouvant à quelques encablures du mausolée de cet empereur Qin, sachant que sa tombe est enterrée profondément là-dessous. Et le plus dingue, c'est que cette tombe n'a pas encore été ouverte. On ne sait donc pas vraiment ce qu'il y a dedans. Et pourquoi est-ce qu'elle n'a pas été ouverte? Eh bien parce que l'État chinois souhaite attendre le développement de technologies qui garantissent que le contenu, en particulier la momie de l'empereur, ne subira aucun dommage. Et en plus, avec une des seules sources écrites valables à leur disposition, les archéologues pensent que l'accès à la tombe est truffé de pièges et de trappes équipées d'arbalètes et qu'il y a aussi une forte présence de de mercure. Et oui, nous y voilà, hein. L'écrit en question précise qu'il y aurait une gigantesque maquette de la Chine dans le tombeau, donc de l'époque, hein, de l'empereur Qin, et que le mercure aurait été coulé pour symboliser les cours d'eau et les mers. L'image à l'écran est une image d'artiste, hein, car comme je vous le disais, personne ne sait à quoi ressemble l'intérieur. À noter que des tests modernes ont été effectués sur le tumulus et ces tests ont révélé des concentrations exceptionnellement hautes de mercure, ce qui tend à confirmer que l'écrit historique est véridique. De plus, il serait avéré que l'empereur consommait régulièrement des perles rouges de cinabre, appelées également sang de dragon, qu'il pensait être un moyen pour ne pas vieillir. Les historiens pensent donc qu'il serait mort d'une overdose de mercure. Est-ce un hasard si une ancienne tombe en Chine et un ancien temple au Mexique contiennent tous deux du mercure liquide? Hein? Bon, question. Et encore, je n'aborde pas le lien entre les Chinois et les dragons, hein, des créatures reptiliennes volantes qu'auraient chevauché les premiers souverains légendaires chinois. Les Chinois ont leurs créatures reptiliennes volantes et les peuples de Mésoamérique ont leurs serpents à plumes. Toute ressemblance, blablabla, ne serait que pure coïncidence, vous le savez maintenant. Alors quitte à évoquer des reptiles qui volent et puis du mercure, hein, on va maintenant se rendre en Inde, mais cette fois pour jeter un œil à un des plus vieux textes sacrés du monde, le Mahabharata, dont Fabrice Bianchin, que je salue très chaleureusement, a fait une brillante synthèse dans son livre Vimana, dont je vais m'inspirer pour évoquer ces drôles d'engins aériens que sont les Vimana, du même nom que son livre donc. Et bien évidemment, il sera question d'astronefs qui auraient besoin de mercure pour fonctionner, pour revenir à notre fil de cinabre rouge depuis Téotihuacan et la Chine. Je ne vais pas rentrer dans tous les détails, hein, car le livre de Fabrice le fait beaucoup mieux que moi. À noter aussi que Fabrice est passé sur Nurea TV en juin 2016, tout début de la chaîne, pour parler de son livre. Un beau clin d'œil pour l'anniversaire de Nurea TV. Fabrice m'a également demandé de vous dire qu'il avait écrit son second livre sur le remote viewing, Projet Lussac, l'intuition au service de l'archéologie, déjà sorti chez JMG et que je vous recommande donc. Donc tout d'abord, 2-3 mots sur le Mahabharata, qui signifie grande histoire des Bharata, ou plus simplement la grande histoire de l'humanité. Il s'agit d'un long, très long poème, en fait le plus long poème de l'histoire de l'humanité,
puisqu'à titre de comparaison, il est 15 fois plus long que la Bible. La période de cette grande histoire se situerait, d'après les archéologues, vers moins 2000 avant JC. Fabrice la situant plus vraisemblablement au moins avant 3100 avant JC, voire pourrait être beaucoup plus ancienne que ça. Cette grande histoire de l'humanité se déroulerait principalement au niveau de l'ovale en pointillé noir, entre les plaines du Gange, tracées en bleu, et l'Himalaya. Alors, de quoi retourne-t-il dans ces milliers de pages du Mahabharata? Vous allez croire que je vous reparle de l'histoire d'Anton Parks, ben non, mais c'est fou comme ça y ressemble. Donc ça nous parle de Dieu, qui aurait débarqué sur Terre à bord de Vimana. Fabrice nous dit que ces Vimana concernent tout objet susceptible de voler, que ce soit dans le Mahabharata ou dans la littérature hindoue de manière globale, parce qu'il n'y a bien évidemment pas que le Mahabharata qui parle des Vimana. Bien évidemment, les archéologues n'ont pas une lecture littérale de ces textes. De leur point de vue, les Vimana seraient des allégories désignant le lieu de résidence d'un roi ou d'un dieu sur Terre. Ce qui est étonnant, c'est la multitude de représentations des Vimana par les hindous eux-mêmes. Il y a ceux que vous voyez sur l'iconographie là sur la diapo, à savoir des vaisseaux mers gigantesques qui sont comparés à des villes volantes. Mais on peut voir aussi des barques volantes, des chars volants en haut de ce bas-relief que j'ai entouré en blanc, ou alors carrément des astronefs plutôt réalistes sur des bas-reliefs, comme celui-ci qui représente un des Vimana les plus célèbres de l'Inde, le Pushpaka Vimana. Plus facile à voir quand on retire ce qu'il y a autour. Bon, voilà quelques exemples de la façon dont les hindous se sont représentés les Vimana décrits dans leurs textes. Des villes volantes, des barques volantes, des chars volants, et parfois ce qui ressemble vraiment à un astronef. Ce qui est étonnant, c'est que, encore une fois, c'est que Fabrice Bianchin nous dit que la forme des Vimana qui revient le plus souvent est la forme arrondie, ovoïdale ou discoïdale. Donc pas vraiment ce qu'on voit à l'écran, mais plutôt comme certains des vaisseaux pilotés par les reptiliens des chroniques du Nyarku d'Anton Parks, qui sont souvent soit en forme de cigare, soit en forme de soucoupe, ici dessiné par Franz Lavigne, que je salue. Autre caractéristique de ces Vimana, décrites dans le Mahabharata, ils peuvent être invisibles, leur décollage peut se faire à la verticale, et ils peuvent parcourir des milliers de kilomètres sans se ravitailler. Ils se déplacent si rapidement qu'on ne les entendrait pratiquement pas depuis le sol, et ils pourraient rester immobiles au-dessus du sol sans bouger. Et Fabrice insiste dans son livre que tous les textes anciens qui ont décrit les Vimana sont unanimes. Les machines aériennes doivent utiliser en partie du mercure pour pouvoir voler. Dans un de ces textes sacrés en particulier, le Vimanika Shastra, le fonctionnement des moteurs à cristaux et à mercure est décrit, ainsi que les emplacements pour installer le matériel. Autre fait intéressant dans ce texte, il y a la composition de la solution liquide qui alimente les cristaux. Il s'agirait d'un mélange de magnétite, de mercure, de mica et de mue de serpent. Tiens donc, du mica, du mercure et de la mue de serpent pour faire tourner les Vimana hindous. Je sais pas pour vous, mais moi ça va me rappeler forcément Teotihuacan, où les archéologues ont trouvé, rappelez-vous, 37 kg de mica au niveau du point rouge, ainsi que dans le tunnel découvert sous le temple de Quetzalcoatl, une rivière de mercure, et je ne l'avais pas mentionné, mais ils ont aussi découvert de la magnétite dans ce même tunnel. Elle recouvrait d'ailleurs tout le tunnel. Donc ça, ce sont les découvertes objectives des archéologues depuis environ 15 ans, du mica, du mercure et de la magnétite à Teotihuacan. Et si l'on s'en tient au récit d'Anton Parks, on aurait donc un dieu reptilien qui deviendra le dieu serpent à plumes Quetzalcoatl, qui aurait vécu 52 ans à Teotihuacan vers moins 3300 avant JC, et qui aurait donc eu une peau de serpent, et qui apparemment pilotait un genre de Vimana. Est-ce que tout ceci relèverait de la simple coïncidence ? J'en viens maintenant aux êtres capables de piloter ces Vimana, tels que décrits dans le Mahabharata. Alors sans trop de surprise, seuls les dieux pouvaient apparemment les piloter. Je vais vous citer quelques-uns des plus célèbres d'entre eux.
Shiva, Krishna, Vishnu ou encore Rama. Hein. Et qu'est-ce qu'ils ont de particulier, ces dieux? En plus de pouvoir piloter des Vimana, ils ont une allure humaine, certes, bien que certains aient plusieurs bras. Ils sont plus grands que les humains, mais la caractéristique la plus étonnante est qu'ils ont tous la peau bleue. Et comme ils sont décrits avec cette peau bleue dans le Mahabharata, et ben les hindous les ont représentés systématiquement avec cette couleur, que ce soit sur des peintures, statues ou autres iconographies. Cette couleur bleue est d'autant plus étonnante qu'elle nous rappelle vaguement ce que je vous avais montré chez les Mayas avec cette statuette de cet étrange être bleu à 3 doigts, ou encore les dieux ou démons qui sont peints sur les codex mayas. Mais ça va nous rappeler aussi la couleur d'un célèbre autre dieu, mais lui qui vient d'Égypte, cette fois, à savoir Osiris, la plupart du temps représenté avec cette étrange couleur bleu-verte, Osiris étant bien connu par les lecteurs d'Hampton Parks pour n'être qu'un nouveau nom du dieu reptilien qui porta de nombreux noms au cours de sa longue existence sur Terre, que ce soit sa âme, son nom de naissance ou encore Enki ou Osiris pour les plus connus. Bref, je ne fais que remarquer l'étonnante similitude de toutes ces couleurs de peau qui oscillent entre le vert et le bleu pour tous les dieux. Pour tous ces dieux, les dieux hindous auraient-ils un lien de parenté avec les reptiliens? Seraient-ils eux-mêmes des reptiliens qui ont été transformés en grands dieux à la peau bleue au fil des millénaires après leur disparition, des dieux qui peuvent manier les Vimana? Ou alors des hybrides, descendants des unions entre dieux et humaines? Parce que oui, j'en ai pas parlé, mais le Mahabharata évoque beaucoup d'accouplements entre ces dieux à la peau bleue et les humaines, Fabrice Bianchin suspectant même des expériences génétiques liées à ces hybridations. Des hybrides à la peau bleue qui avaient également la possibilité de piloter les Vimana. Bah dis donc. Et pour finir sur cette peau bleue, certains réalisateurs n'ont-ils pas utilisé cette couleur pour s'assurer que les spectateurs perçoivent immédiatement ces personnages comme des extraterrestres? En particulier dans Avatar? Sans compter tous les personnages de films de super-héros qui ont fait l'objet de mutations génétiques, que ce soit dans les X-Men ou autres. Ça en fait des personnages bleus au cinéma, non? À noter que Fabrice précise également dans son livre qu'il est nécessaire que le lecteur se fasse à cette idée, car elle revient systématiquement dans le Mahabharata. Dès que les dieux doivent se rendre d'un point à un autre, ils empruntent des Vimana pour effectuer leur déplacement. Et il y a un lieu où certains dieux avaient l'air de se rendre de temps en temps à bord de Vimana, c'est au Sri Lanka. Il s'agit de Mihintale, un des plus vieux sites bouddhistes de l'île, au niveau du Point Jaune. Une chronique sri-lankaise raconte qu'il y a 2250 ans, le fils de l'empereur de l'Inde aurait atterri sur le haut du rocher après un voyage en Vimana, depuis l'Inde donc, un voyage qui aurait mis moins d'une journée. Il aurait ensuite apporté le bouddhisme au Sri Lanka. Depuis lors, Mihintale, et en particulier son rocher, est considéré comme le berceau du bouddhisme au Sri Lanka et est un lieu de pèlerinage vénéré. C'est pour cette raison qu'on distingue une pagode blanche à proximité du rocher. Mais ce site m'intéresse aussi en raison de ce triangle gravé qui a été retrouvé non loin du Gros Rocher. Un triangle gravé dont je vous avais dit dans l'émission sur Mu et la Lémurie de décembre 2020 qu'il me donnait l'impression de relier Mihintale avec deux autres gros rochers distants d'une 50aine de kilomètres, à savoir Yapaua et Sigiriya. Alors, au-delà du côté spectaculaire de ces trois rochers sortant du sol, ils forment également ensemble, lorsqu'on les relie, un triangle presque isocèle. Et je vous posais la question de savoir si, dans cette configuration de trois gigantesques rochers qui sortent de terre comme ça, on ne pouvait pas y voir un lien avec les énergies telluriques, et que le fait de relier ces sites entre eux par je ne sais quelle science, et au regard du fait qu'ils forment un triangle presque isocèle, cela permettrait de créer des champs énergétiques spécifiques, amplifiés par le quartz contenu dans le granit dont les rochers seraient composés. Je m'égarais encore sans doute à l'époque. Et de ces trois rochers, il y en a un dont je vous avais longuement fait la présentation lors de cette émission sur Mu et la Lémurie,
Il s'agit de Sigiriya, non loin de Mintalé donc. Sigiriya, c'est un des sites qui m'a sans doute le plus bluffé au cours de toutes ces recherches sur ces civilisations anciennes. Quand on se rapproche par voie aérienne, on se rend compte que le sommet du rocher a été taillé et aplani et qu'on y distingue de nombreuses terrasses. Le seul accès à ces terrasses se fait depuis tout en bas. Je ne vais pas vous refaire tout le chemin, mais à un moment donné, vous vous retrouvez devant ces deux grosses pattes géantes taillées dans le granit et qui seraient les pattes d'un lion. Les locaux racontent qu'autrefois, une tête de lion existait également, mais ce fait n'a jamais pu être démontré. Ah bon? Des pattes de lion? On va zoomer un peu plus quand même, comme ça, pour voir qu'à première vue, je suis pas biologiste, mais ça m'a pas l'air de ressembler à des pattes de lion. D'emblée, moi je vois des pattes de reptile ou de dragon, mais là encore, sans doute, mon imagination. Lorsqu'on compare avec une vraie patte de lion, justement, ça n'y ressemble quand même pas plus. Regardons maintenant des pattes de lion stylisées, sous forme de statue, comme celle du Sphinx en Égypte en haut à droite, ou à celle d'une autre statue de lion au Sri Lanka, sur le 3e site, là, à Yapaoua. Là encore, quand on regarde les pattes à Sigiriya, on se dit qu'on n'a pas du tout affaire à la même patte. Mais n'existerait-il pas d'autres animaux vivants avec lesquels on pourrait comparer cette patte de Sigiriya? J'ai cherché et je me suis rendu compte que ce qui s'en rapprocherait le plus serait peut-être, et je dis bien peut-être, des pattes de crocodile, voire de l'oiseau casoar, un genre d'autruche. Franchement, est-ce que je raconte n'importe quoi, ou est-ce que ces pattes de Sigiriya ressemblent davantage à un reptile ou à un oiseau plutôt qu'à celle d'un lion? En d'autres termes, pattes de lion ou pas pattes de lion? Et pour aller au bout de ma pensée, qu'y a-t-il de plus proche dans notre imaginaire, comme mélange entre un reptile et un oiseau, qu'un dragon? Un dragon comme gardien du lieu, ici dessiné par Franz Lavigne, qui pourrait symboliser l'appartenance de ceux qui auraient créé les aménagements sur les hauteurs du rocher de Sigiriya, à savoir, pourquoi pas, certains protagonistes des chroniques du Nirku d'Anton Park, celles Kenki, Enlil, les Anunnaki, ainsi que tous les descendants hybridés dont on peut imaginer qu'ils soient venus se la couler douce au sommet de ce rocher, avec piscine taillée dans le granit, d'une taille de 17 par 11 mètres, oui monsieur, 17 mètres par 11 mètres, dans le granit. Qui plus est, est-ce que le sommet de ce rocher ne donne pas l'impression qu'il était destiné à être accessible principalement, voire uniquement par voie aérienne, et non par en bas, ce qui rejoindrait encore une fois les histoires du Mahabharata et d'Anton Parks. Un lieu de villégiature pour des aliens fatigués de dominer les humains, peut-être. Je dis ça parce que lorsque vous arrivez aux pattes du dragon, il reste encore quelques escaliers en métal à monter avant d'arriver aux ruines du sommet où vous voyez les gens sur la photo. Sauf qu'au niveau de la partie entourée en jaune, voilà ce qu'on peut voir juste à côté de l'escalier en métal qui a été encastré à même la roche. Et bien évidemment à l'époque, il n'y avait pas d'escalier. Alors comment les gens montaient? Car si on enlève cet escalier, qu'est-ce qui reste? Il ne reste plus que ces étranges marques dans la roche, à droite, comme si quelqu'un avait marché dans la roche molle et qu'il y avait laissé ses traces de pas, comme sur du béton frais. Encore cette histoire de roche molle qui nous renvoie Sacsayhuaman, le Pérou. Car vous ne me ferez pas croire que ces marques dans la pierre sont des marches d'escalier. Et en plus, lorsqu'il pleuvait, bonjour l'angoisse. Bref, cette arrivée au sommet est quand même très bizarre. En fait, c'est comme si ça nous montrait que c'est pas du tout par en bas qu'on pouvait accéder au sommet. Mais principalement par les airs. Grâce au Vimana, peut-être que les dieux se posaient tranquillou sur la petite plateforme dédiée à cet effet et profitaient ensuite des installations du site. Voici une reconstitution imaginée, telle qu'imaginée par Franz Lavigne, que je remercie à nouveau pour tout le travail incroyable accompli sur son logiciel 3D. On distingue une petite pyramide, bien sûr, un astroport, la piscine et tout le reste des installations. Il n'y a pas à dire, si c'est vraiment comme ça que ça s'est passé, on peut dire qu'ils savaient vivre, ces dieux reptiliens à la peau bleutée.
En tout cas, c'est l'hypothèse qui me vient naturellement lorsque je vois ces grosses pattes de dragon et cet accès hyper compliqué pour pas venir au sommet à pied. C'est quand même carrément plus simple par les airs, vous trouvez pas? Pour un peu, ce dragon à l'entrée me rappellerait presque le serpent à plumes de Mésoamérique ou les dragons chinois. Donc voilà pour Sigiriya au Sri Lanka. On va rester encore quelques instants en Asie, en Russie, et plus précisément au niveau des 3 points jaunes où il est écrit pétroglyphe. Le mot pétroglyphe signifiant dessin symbolique gravé sur une roche naturelle. Alors à votre avis, dans la région de Kalbakh-Tash, ici en Russie, combien voulu symboliser les auteurs de ces pétroglyphes? Autant à droite, on sent qu'on a affaire à des humanoïdes, mais avec des têtes bizarres, de longs bras fins et de courtes jambes. Autant à gauche, qu'est-ce que vous voyez? On a plutôt l'impression de voir décoller une fusée ou un astronef quand même, non? À quelques centaines de kilomètres de là, près du lac Baïkal, qu'est-ce que nous montre ce monsieur du bout de son doigt? Mais oui, on dirait bien encore un être à l'étrange carrure et ses drôles d'antennes sur la tête. Sur la droite, ils sont même plusieurs à avoir le même étrange look. Des êtres avec des antennes qu'on va retrouver sur ce 3e site que je souhaitais vous montrer, dans la région de Khabarovsk, toujours en Russie. Alors, que sont ces êtres étranges avec ces antennes sur la tête, que l'on va retrouver également en Australie, au niveau des points jaunes? Parce que oui, les aborigènes ont laissé des milliers de peintures à même la roche, des peintures représentant tout un tas de personnages étranges qu'ils appellent des Vanginas. Vanginas, il s'agirait de leur divinité. Alors à droite, avec les jambes écartées, vous allez quand même pas te dire qu'on n'a pas affaire à une fourmi géante. Enfin, en tout cas humanoïdisée, mais une fourmi. Une fourmi géante qui pourrait un peu faire penser à ce que je viens de vous montrer en Russie, non? Et les êtres qui ont été peints en bas, là chez les aborigènes, avec cette étrange tête en forme de demi-cercle, pourraient également faire penser à cet autre pétroglyphe russe, non? Alors que sont exactement ces fameux Vanginas du point de vue des aborigènes? Eh bien, ils pensent que les Vanginas étaient les habitants préhistoriques de la région donc du nord-ouest de l'Australie, la seule région où des peintures rupestres de ce style ont été trouvées. Dans la tradition aborigène, ces êtres faisaient partie du début de la création et avaient un grand pouvoir sur la nature. Au-delà de la création en forme de fourmis vue précédemment, lorsqu'on regarde ces images plutôt obsédantes de Vangina, il est possible de penser à des extraterrestres gris, tête surdimensionnée, pas de cheveux, de grands yeux noirs, pas d'oreilles, pas de bouche et une peau d'un blanc très accentué. Bien évidemment, jusqu'à l'ère moderne des ovnis et des représentations d'êtres extraterrestres, ceux qui ont pu étudier ces œuvres d'art n'avaient aucun point de référence pour les Wanjinas, aucun moyen de comprendre pourquoi les aborigènes ont pu créer des êtres divins si radicalement différents d'eux-mêmes. Certains ont même un petit côté flippant, je trouve, on dirait vraiment une sorte de spectre ou de fantôme, en tout cas une entité surnaturelle. Et à droite, je vous laisse compter le nombre de doigts des 2 êtres peints en rouge. Et oui, ils ont chacun une main visible avec 3 doigts, comme pour les momies de Nazca. Pas possible, encore des êtres à 3 doigts à l'autre bout de la planète, c'est tout de même curieux cette histoire. Mais c'est là encore très certainement l'imagination des aborigènes. Si on poursuit nos investigations, voici à nouveau un magnifique travail de Manu Alterac, qu'il a produit à partir d'une photo originale donc, qui porte le numéro 1 à gauche. Et à partir de cette photo, Manu montre comment il est arrivé à discerner la présence de 2 E.T. au crâne allongé et au cou proéminent, en passant par l'étape 2 avant d'arriver au dessin final en 3. Donc sur le 1, on a d'emblée l'impression de voir des grosses têtes de limaces avec de petites antennes, mais comme Manu le dit, avec l'apparition des crânes allongés en 3, on voit que les proportions anatomiques globales sont respectées. Assez fascinant, je trouve.
Toujours en Australie, cette fois dans la région de Carnarvon Gorge, on peut y trouver cette paroi rocheuse sur laquelle des humains ont soufflé dessus avec la technique du pochoir. C'est sacrément efficace, hein, car les pigments utilisés peuvent tenir des milliers d'années. On distingue tout un tas de formes différentes, mais si on regarde de plus près sur une partie de la fresque, qu'est-ce qu'on peut voir au niveau du rectangle blanc? Eh ben, on peut voir quelque chose qui n'a peut-être pas tant que ça à voir avec des Vanginas ou des entités surnaturelles finalement, hein, lorsqu'on voit ces pochoirs de main de 5 et 3 doigts. Et j'imagine que les scientifiques vont nous dire qu'il s'agit de pattes d'animaux locaux que les aborigènes auraient coupées pour ensuite souffler dessus, dans le cadre d'un rituel chamanique pour relier l'humain à l'animal. Alors, j'ai complètement inventé cette explication, hein, car j'ai pas davantage d'infos sur cette fresque. Je remercie au passage Manu, hein, pour m'avoir transmis ces images de traces de mains tridactyles. Le plus curieux, c'est que ce n'est pas sans nous rappeler cette statuette Maya, avec ses têtes bleues aux yeux globuleux et au long nez, qui pose sa grosse main tridactyle sur cette femme au crâne allongé. Et je vous avais demandé si cette statuette avait pu naître de l'imaginaire de l'artiste Maya qui l'avait façonnée. Ou est-ce que des êtres bleus aux mains tridactyles circulaient dans le monde Maya il y a 1200 ans, voire avant? De la même manière, lorsqu'on pose à côté les mains tridactyles de Nazca, ça n'a pas l'air d'être les mêmes formes de mains que sur la fresque australienne. Mais quand même. Alors est-ce que concernant ce qu'on vient de voir en Australie, l'association entre un corps de fourmi, la peau blanche et des mains tridactyles ne pourrait pas nous faire penser, là encore, au petit gris ou encore les miminous des chroniques du Nirkou d'Anton Parks, dessinés avec 5 doigts par France Lavigne et avec 3 doigts par Manu Alterac? Question. En ce qui concerne les miminous, Anton Parks nous précise que ce terme signifie les serviteurs des charges hostiles. Il nous dit également que ces êtres travailleraient en groupe et réagiraient comme des fourmis. Ils seraient très disciplinés et totalement obéissants aux ordres de leur créateur et maître, les dieux reptiliens. Je mets les petits gris à l'échelle, hein, puisque le peuple fourmi est censé être de petite taille, et les reptiliens de très grande taille. Le plus étonnant, encore une fois là-dedans, c'est que 2 des principaux dieux créateurs des aborigènes sont, devinez qui, ou devinez quoi? Mangar Kunjar Kunja, j'espère que je prononce bien, le dieu lézard à l'origine de la création des êtres humains, et le serpent arc-en-ciel, soit 2 divinités reptiliennes. Est-ce que ça commencerait pas à faire beaucoup comme coïncidence, Maurice? Si on revient à nos mains tridactyles australiennes, mayas et péruviennes, il se trouve que Manu en a trouvé plein d'autres partout sur Terre. Là, je vous ai fait une sélection située sur le continent américain, en Argentine, au Mexique, au Pérou, au Chili ou encore au Brésil, hein. Et vous voyez en plus que les êtres représentés, en plus d'avoir des mains et des pieds à 3 doigts, ils ont aussi parfois ces petites antennes a priori caractéristiques du peuple fourmi. Et il y en a un en plus en bas à droite, il ressemblerait pas un peu à E.T. l'extraterrestre, hein, qui lui a 4 doigts, si vous comptez bien. Et quand je vous dis que Manu en a trouvé partout sur Terre, c'est vraiment partout sur Terre. Voilà une carte du monde sur laquelle il a posé un point rouge correspondant à un endroit où on a retrouvé la représentation d'un être tridactyle, que ce soit sur des pétroglyphes, des peintures rupestres, des statues, des vases, des bijoux, etc. etc. Et il m'a dit qu'il avait encore 5 visuels comme celui-ci, hein. Il m'a d'ailleurs demandé de vous annoncer qu'il vous dévoilera très bientôt tout le travail colossal qu'il accomplit depuis tant d'années dans un ouvrage. J'ai hâte de lire et de voir ça, j'avoue, hein, car quand je vois cette carte, est-ce qu'on peut encore dire qu'il s'agit de coïncidence? En ce qui nous concerne, par rapport à la zone géographique qui nous intéresse, je vais reprendre cette carte de Manu pour centrer sur l'Amérique du Nord, où il y en a un sacré paquet, et où vit le peuple Hopi aujourd'hui. Parce que, ben oui, je vais quand même aller au bout de l'histoire d'Ours Blanc et de ses ancêtres, hein, qui, rappelez-vous, auraient été rapatriés des Pléiades par Enki, qui les aurait amenés sur Mu, accompagnés de ceux que les Hopis appellent
les Kachina, à savoir des extraterrestres, qui les aidèrent dans leur développement sur Mu pendant des milliers d'années. Je l'évite car vous connaissez maintenant cette histoire par cœur. Sur l'Atlantide de l'époque, à droite de la carte, régnait la terrible reine reptilienne Nephthys qui aurait provoqué une guerre il y a 80 000 ans, une guerre qui aurait mis fin au continent de Mu, mais pas à ses habitants, puisque quelques-uns parvinrent à s'échapper, aidés par les Kachina qui les transportèrent notamment à bord d'astronefs jusqu'en Amérique du Sud, à Tiwanaku d'abord, détruite, reconstruite plusieurs fois, avant que certains clans ne décident de tracer la route à nouveau vers le nord pour créer la cité de Palenque. Voilà, j'espère que je suis clair et que je vais pas trop vite, mais vous pouvez reprendre les émissions de toute façon pour reprendre tout ce récit où je vais davantage en détail. Ours Blanc nous dit qu'une fois que la Palenque de l'époque fut détruite par un tremblement de terre, de nombreux clans migrèrent à nouveau plus vers le nord pour arriver dans la région où ils vivent toujours depuis au moins 4000 ans, nous dit Ours Blanc. Alors on va zoomer sur ce secteur de la réserve des Hopis, dans l'état d'Arizona aux États-Unis, avec ce point jaune qui désigne Oreibi au milieu d'un plateau désertique. Donc, en repère géographique, vous avez Las Vegas à gauche, en petits points blanc et bleu, Phoenix en bas et le Grand Canyon que j'ai écrit en bleu foncé. Pour en revenir donc à Oreibi, ce village est aujourd'hui considéré par les archéologues comme étant possiblement le lieu habité le plus ancien d'Amérique du Nord, avec une ancienneté d'environ 1000 ans pour eux. Mais pour les Hopis et pour Ours Blanc, ce village aurait été créé il y a au moins 4000 ans. Et deux autres villages Hopis seraient tout aussi anciens, Shungopovi et Sishomovi. Ces trois villages, avec d'autres, sont implantés sur ou au pied de mesas, sorte de petits plateaux, mesa signifiant table en espagnol. Donc on le voit bien sur la photo que je vous ai mise en haut à gauche, qui montre un village Hopi implanté en surplomb de la vallée. Et comme il y a trois mesas, les États-Unis surnomment ce secteur habité The Three Mesas. Les Hopis sont aujourd'hui un peuple de moins de 7000 âmes, vivant majoritairement au niveau de ces trois mesas, qui se situent dans une réserve, ici détourée en rouge. Sachant qu'avant que les Espagnols débarquent, ce que les Hopis savaient et avaient anticipé, nous dit Ours Blanc, le territoire Hopi était beaucoup plus vaste, au moins toute la surface de la carte que vous avez sur cette diapo. Une anecdote racontée par Ours Blanc est assez symptomatique du rapport entretenu entre ces Espagnols colons et les Amérindiens. Il nous raconte que quand les Espagnols arrivèrent, tout avait... Je vais reprendre ma voix. Quand les Espagnols arrivèrent, tout avait été préparé pour les recevoir. Nos anciens et nos chefs religieux vinrent pour les accueillir. Les étrangers portaient des armures et toutes leurs armes, mais nous n'avions pas peur. Nous pensions encore qu'il s'agissait de frères, d'êtres humains civilisés. Puis, la tragédie commença. Le chef d'Oreibi tendit la main pour montrer le signe de la vraie fraternité. Si l'homme en face avait compris ce signe, tout aurait été bien. Mais quand le chef d'Oreibi tendit sa main, l'Espagnol crut qu'il voulait un cadeau et lui donna des babioles sans valeur. Et il poursuit. Ce fut un coup dur pour les Hopis. Les étrangers ne connaissaient pas le signe de la fraternité. Notre peuple prit alors conscience qu'à partir de ce moment, le malheur s'abattrait sur les Hopis. Et cela s'est passé ainsi, puisque nous l'avons vécu. À noter qu'à l'inverse, d'autres tribus indiennes du sud des États-Unis, comme les Apaches, les Comanches ou encore les Navajos, les Hopis ont choisi de résister par la non-violence au rouleau compresseur de l'envahisseur blanc. Je ne l'ai pas encore précisé, mais Hopi est la contraction de Hopitushinumu, qui signifie le peuple de la paix en français. Et quand on veut être dans la paix avec l'homme blanc qui convoite ton territoire, t'es un peu mal barré quand même. Tu te fais manipuler, extorquer, génocider. Les États-Unis d'Amérique se sont quand même construits sur un génocide des Amérindiens, faut pas l'oublier. Et quand il y a eu des traités de paix et des accords trouvés, les Hopis se sont encore fait manipuler et extorquer. Et donc à la fin, tu récupères une portion congrue de ce qui était autrefois ton territoire. Cerise sur le gâteau manipulatoire, la réserve des Hopis en rouge se trouve au sein de celle des Navajos, une autre ethnie indienne, ici détourée en vert, alors que Hopis et Navajos ne peuvent pas se saquer. Mais bon, ça, l'homme blanc va dire que c'est pas de sa faute et que les Indiens n'ont qu'à s'entendre entre eux, n'est-ce pas?
Alors au-delà de ces considérations géographiques et historiques, pourquoi les Hopis sont-ils venus s'installer en plein désert? Ours Blanc répond que c'est en raison d'un Kachina qui leur aurait dit que près d'Oraibi se trouverait le centre de l'univers. Oui, en effet, ça peut être une bonne raison. Mais quand on regarde de plus près la logique de leur installation, alors certes, il y a les Srimesas, mais si on s'éloigne un peu, et qu'on prend en compte d'autres villages en dehors de la réserve où vivent les Hopis, mais également des lieux sacrés comme des canyons au niveau des points jaunes, et bien curieusement, il y a une forme qui se dégage lorsqu'on les relie tous. Et cette forme, vous l'aurez deviné pour les plus attentifs d'entre vous, c'est la constellation d'Orion. Alors pas dans ce sens-là, mais plutôt dans ce sens-là. Et si on superpose la configuration des lieux Hopi sur la constellation, ça nous donne ça. Cette configuration ne paraît pas si déconnante si tant est qu'elle a été intentionnelle. Alors cette idée ne vient pas de moi, mais d'un auteur états-unien, Gary David, dans son livre The Orion Zone. C'est un auteur indépendant qui habite l'Arizona et qui étudie les Hopis et l'emplacement de leurs villages et lieux sacrés depuis de nombreuses années. Et c'est dans ce livre que vous trouverez les explications de pourquoi il a choisi telle ou telle village et canyon plutôt que d'autres. Et je n'en ai pas encore fini avec les Hopis, car il faut que je revienne quelques instants sur ces fameux Kachina et le peuple fourmi qui jalonne le récit d'Ours Blanc, mais aussi dans d'autres légendes et mythes racontés par d'autres Hopis. Donc aujourd'hui, pour les Hopis, les Kachina ressemblent à ça, à savoir des poupées qui sont offertes aux enfants après les cérémonies pour qu'ils se familiarisent avec ces êtres invisibles. Les anthropologues les appellent esprits, un genre d'intermédiaire entre l'être humain et son créateur. Mais pour les Hopis, il s'agit de vrais êtres vivants qui ont aidé leurs lointains ancêtres à s'installer sur le continent américain, qui leur ont enseigné l'agriculture, à lire les étoiles, le cycle des saisons, etc. Mais bien évidemment, ces poupées de bois et de chiffon ne ressemblent pas trop aux êtres que je vous montre depuis le début de ce cycle d'émissions sur le peuple des étoiles. Oui, les poupées de chiffon ne ressemblent pas trop aux reptiliens, miminous ou autres extraterrestres planificateurs qui ont peut-être aidé les Hopis il y a cela des milliers d'années. Mais les Hopis n'auraient-ils pas laissé d'autres traces de ces contacts, comme sur des pétroglyphes ou des peintures rupestres par exemple? Parce que bon, ces petits personnages avec de drôles d'antennes sur la tête, ça vous rappellerait pas le peuple fourmi qui pourrait être assimilé aux petits gris? Bon, alors là, c'est vrai que, mis à part les antennes, c'est pas très flagrant. C'est peut-être un peu plus parlant ici, avec ces étranges personnages blancs à gauche et le petit être tridactyle rouge juste à côté d'eux, que j'ai entouré en jaune. Et sur la photo de droite, on a un genre de frigo à antennes sur pattes, et juste à côté, on a un être avec de grands yeux et des antennes. Alors pour le moment, tous les personnages que je vous présente ont pratiquement 5 doigts, sauf celui entouré en jaune. Sur ces peintures, je crois que ça se passe de commentaires, ça ressemble quand même de plus en plus à un genre de fourmi géante, mais avec 5 doigts. Et sur les deux photos de droite, on a un serpent qui accompagne le personnage aux gros yeux, sans doute un message subliminal de la part des peintres. Et je n'ai pas pu m'empêcher de mettre notre bon vieil Ichi de téléphone maison qui, je pense, pourrait faire la causette avec ces drôles de personnages peints dans le désert états-unien. Et enfin, les dernières peintures rupestres amérindiennes que je souhaitais vous présenter, qui ne sont pas non plus sans rappeler les divinités Wanjinas des aborigènes en Australie, peintes dans les grottes de Kimberley notamment, comme dit l'expression, toute ressemblance avec ne serait-ce que pure coïncidence. Alors concernant les pétroglyphes ou peintures rupestres que je viens de vous présenter, elles sont majoritairement situées dans ce secteur des États-Unis, au niveau de l'ovale jaune à droite. La plus grosse proportion se trouve dans l'Utah, soit à quelques encablures de l'actuel territoire Hopi en rouge en bas à droite. Géographiquement, on est sur ce qui est appelé le plateau du Colorado, un endroit très sec et très aride. Les Hopis, comme je le disais, ont des tas d'autres légendes, mythes ou prophéties que vous trouverez dans des livres ou sur internet. Le récit d'Ours Blanc fait partie d'une d'entre elles.
Avant de se quitter, parce que oui, on va se quitter, il y a une dernière histoire dont je souhaitais vous parler, qui n'est pas tant éloignée que ça de celle d'Ours Blanc, puisqu'elle évoque un lieu où des survivants de la Lémurie vivraient depuis des milliers d'années. On est toujours aux États-Unis. Il s'agit du mont Shasta, situé à plus de 1000 km de chez les Hopis, au nord de la Californie, au niveau du Point Bleu. Le mont Shasta est un ancien volcan haut de 4317 mètres, ce qui en fait le plus haut sommet de la Californie. Il présente la particularité d'être à 3000 mètres au-dessus de la plaine alentour, ce qui fait que, par temps clair, il peut être vu à plus de 200 km à la ronde. Étant donné qu'il n'est relié à aucune autre montagne environnante, il se dresse seul, jaillissant brusquement et abruptement du sol comme un géant solitaire mystique, ce qui a suscité l'admiration et l'imagination des peuples autochtones environnants qui ont tissé toutes sortes de mythes et de légendes à son sujet. L'un de ces peuples, le peuple Klamath, prétend que le mont Shasta est habité par le chef spirituel Skell, qui serait descendu du ciel au sommet de la montagne. C'est donc une montagne éminemment sacrée pour eux, mais aussi pour de nombreuses personnes dans le monde qui le perçoivent comme un des lieux les plus sacrés de notre planète. L'autre histoire étrange qui entoure ce sommet est l'idée qu'il abriterait une mystérieuse civilisation ancienne de réfugiés de la Lémurie. Et enfin pour d'autres, et de manière complémentaire à ce que je viens de dire, il abriterait une base extraterrestre, puisque de nombreuses observations d'OVNI auraient été faites à son sommet ou à proximité, et ce depuis très 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 longtemps. Des ovnis qui se dissimuleraient derrière ces spectaculaires nuages, qu'on nomme nuages lenticulaires, afin de ne pas être vus en plein jour, et qui donc rejoindraient une base se trouvant à l'intérieur de la montagne. Il faut avouer que ces nuages sont vraiment, vraiment stupéfiants, et magnifiques aussi, mais très particuliers. Mais nous, ce ne sont pas les ovnis qui nous intéressent, enfin pas directement, mais plutôt cette histoire de ville cachée, appelée Telos, où vivraient des survivants de la Lémurie, tels que représentés sur le dessin de droite avec cette ville sous la montagne. Je ne vais pas revenir sur ce continent légendaire de la Lémurie, j'en ai longuement parlé dans l'émission de décembre 2020 intitulée Mu et la Lémurie. Pour résumer brièvement, pour moi, ces deux continents ont peut-être existé indépendamment l'un de l'autre, avec la Lémurie dans l'océan Indien et Mu dans le Pacifique. Mais l'histoire de possibles rescapés de la Lémurie au mont Shasta me fait davantage penser à des réfugiés de Mu, comme l'histoire d'Ours Blanc, puisque la majorité des auteurs de cette histoire localisent la Lémurie dans le Pacifique. Et si on reprend la carte que je vous montre déjà depuis de nombreuses émissions concernant les rescapés de Mu suite à la potentielle destruction de leur continent, il y a certes le gros contingent qui s'en va vers Tiwanaku en Amérique du Sud, mais des rescapés sont très certainement arrivés également en Nouvelle-Zélande, en Australie, en Indonésie, en Chine, au Japon, sans compter tous ceux qui seraient restés sur certaines îles pacifiques comme Hawaï ou l'île de Pâques. Mais on peut aussi très bien imaginer que certains survivants soient arrivés sur les côtes californiennes pour ensuite se réfugier dans une colonie souterraine au niveau du mont Shasta. Après tout ce que je viens de vous raconter, franchement, moi je pars du principe que c'est possible. Alors, qui a raconté cette fantastique histoire? Alors, il y a d'abord eu Frédéric Spencer Oliver, alias Philos, dans son livre J'ai vécu sur deux planètes, un livre qui a vraiment été fondateur pour moi, puisqu'il y parle également longuement de l'Atlantide et de la vie quotidienne sur ce continent, en plus d'évoquer bien évidemment les survivants de la Lémurie qui vivraient sous le mont Shasta. Puis c'est au tour de Harvey Spencer Lewis, le créateur du mouvement rosicrucien de la Morque, d'évoquer des lémuriens cachés dans le mont Shasta dans son livre La Lémurie, publié en 1931. Et enfin, Aurelia Louise Jones et son livre Telos, Révélation de la Nouvelle Lémurie, publié en 2002, qui parle plus précisément des conditions de départ des Lémuriens de leur continent d'origine et de la vie quotidienne dans cette ville souterraine de Telos, située sous le mont Shasta. Donc voilà une sélection de 3 livres que je vous conseille concernant cette histoire de possibles survivants de la Lémurie ou de Mu, sans compter la lecture du récit d'Ours Blanc, bien sûr. Je vais conclure maintenant ces 4 émissions avec cet avertissement plutôt pessimiste d'Ours Blanc, mais qui me semble tellement contemporain.
Ce sera le feu qui détruira notre quatrième monde. Ce ne sera pas une guerre atomique, mais une arme électrique que l'on est en train de développer et qui sera découverte bientôt. Je ne sais pas comment agira cette arme exactement, mais elle enverra quelque chose qui ressemble à des ondes radio, et ça partira d'une station, et ça ira partout. On peut éviter cette fin terrible si nous retournons sur le chemin du Créateur, mais je n'y crois pas. La prochaine grande catastrophe n'est pas loin, seulement quelques années. Cela doit vous sembler étrange dans votre monde, mais nous le savons. Nous, les Hopis, nous le savons. Bon, alors je sais que c'est pas très fun, hein, mais j'avais pas mieux sous la main. J'espère néanmoins que vous avez pris autant de plaisir à voir ces émissions que moi, j'en ai eu à les faire et à vous les conter. Merci de m'avoir écouté. Longue vie à Nuria TV. Et à bientôt ici ou sur la chaîne Le Marcheur d'étoiles. Ciao!